Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois, cette fois-ci pour un numéro de Zone Rouge. Alors Zone Rouge, comme vous le savez, c'est une émission qui est en libre accès sur YouTube pour sa première partie. En ce qui concerne la seconde partie, il faudra vous rendre sur l'application Omerta et souscrire à un abonnement pour avoir accès aussi à tous nos contenus. Pour ce numéro Zone Rouge, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Amélie Ismaili. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour, Dans des bonjour conditions Marwan. spéciales à distance. Première question, comment allez-vous? Ben, moi, je vais très bien. Mhm. En ce moment, je suis assez. Il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses qui sont en train d'être mises en place. Je suis en train d'écrire un livre aussi que je prépare. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et puis là, l'actualité m'est arrivée un petit peu en plus parce que moi, ça fait presque 2 ans que je travaille sur le enfin, que je prépare un livre sur le fact-checking et que je travaille vraiment sur le fact-checking. Et c'est assez là ce qui est tombé. On va dire la déclaration de Mark Zuckerberg et la conséquence que ça a eu sur eh bien, toutes les personnalités qui représentent un petit peu le fact-checking est, est tombé. Alors, je m'y attendais un petit peu parce qu'on avait eu déjà une première lettre de Mark Zuckerberg qui avait déjà dénoncé qu'il avait subi de la pression politique. On savait que Facebook avait subi la pression politique de l'administration Biden pour censurer des contenus dès les Twitter Files. Donc, en fait, ce qui est révélé, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant pour nous. Enfin, il n'y a rien d'étonnant pour ceux qui ont un petit peu étudié toutes ces affaires. Mais là où c'est assez fou, c'est qu'il le dit très ouvertement, qu'il fait un espèce de revirement, parce qu'il faut quand même rappeler que Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un qui a bien baigné un moment dans l'univers woke. Comme je sais, dans le dernier magazine, vous en avez beaucoup parlé, la dernière édition d'Oberta. Dans, Là, c'est un changement radical. dans Et lequel voilà. vous Donc là, c'est un intervenez, gros coup de massue. Ouais. je disais, pardon, dans lequel vous intervenez justement, et je le présente à la caméra. Oui. Le dernier numéro d'Omerta, disponible dans plus de 5000 kiosques. Avant de rentrer donc dans le vif du sujet, peut-être un mot sur ce magazine auquel vous participez, où vous traitez d'un sujet qui est la pédocriminalité. Ensuite, on reviendra sur le sujet fact-checking et Mark Zuckerberg. Oui, bien sûr. Alors, j'ai participé sur une enquête qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement, puisque moi, vraiment, je travaille spécifiquement sur l'analyse des médias et du fact-checking. Mais j'en suis venue, en fait, comme j'ai commencé à vraiment faire de l'enquête d'investigation, en particulier dans le cadre du Fonds Marianne, et Mhm. après aussi parce que j'ai aussi travaillé pour soutenir un petit peu des personnes qui ont été extrêmement diffamées dans les médias. Je me suis retrouvée en fait à enquêter sur différentes affaires et c'est un peu par hasard que j'en suis venue en fait à la l'omerta qu'il y a eu sur l'omerta, c'est le bon mot, sur la pédocriminalité en Suisse, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de scandales qui se sont révélés dans la pédocriminalité liée à l'Église. Et en fait, l'article que j'ai publié, c'est au sujet du cas d'un procureur général de Neuchâtel qui s'appelle Pierre Robert. Et en l'occurrence, ce monsieur que j'ai interviewé par la suite euh, il y a une succession d'affaires qui ont été, qui semblent, alors non pas étouffées, c'est pas le terme, parce que je peux pas me permettre de juger ce qui s'est passé, mais en tout cas des affaires qui sont soit classées, soit ont bénéficié de peines très allégées. Et donc, c'était l'occasion aussi de questionner ce rapport qu'a la justice à la pédocriminalité, puisqu'en fait, que ce soit en Suisse ou en France, on se rend bien compte que la pédocriminalité euh, voilà, fait l'objet vraiment d'un manque de courage par rapport à la justice. Et c'est voilà, c'est cette question-là que j'ai voulu aborder dans le dernier numéro d'Overta. Voilà, la promotion est faite donc du dernier numéro dans lequel vous pourrez retrouver tous les détails, chers abonnés, de cette longue enquête. Venons-en maintenant donc au sujet que vous veniez juste d'introduire avant et l'intervention de Mark Zuckerberg sur cette révélation finalement de dire
que les réseaux sociaux ont servi une cause politique et pas ce dont on parle souvent quand on parle d'ingérence russe, mais plus des politiques américaines qui ont fait pression sur ces réseaux sociaux justement pour ne pas véhiculer certaines informations. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement aux États-Unis sur ce registre? Alors, encore une fois, personnellement, ce n'est pas une révélation au sens où ce n'est pas une surprise. C'est-à-dire que on savait depuis les Twitter Files. Alors, il faut rappeler ce que c'est que les Twitter Files. Quand Elon Musk a racheté Twitter, il a diffusé en fait des emails internes à l'entreprise quand elle s'appelait encore Twitter. Et on a découvert en fait dans ces emails qu'il y a eu de grosses pressions sur la modération de Twitter afin de censurer des contenus. Et donc, la censure la plus marquante, c'est l'ordinateur d'Hunter Biden, l'article qui était de Newsweek sur l'ordinateur d'Hunter Biden. On parle de criminalité là-dessus, mais il y avait eu des contenus assez monstrueux dans cet ordinateur. Donc des cas, des photos qui font penser à la pédocriminalité, mais évidemment des cas de corruption, de drogue, etc. Donc, et ça a été diffusé quelques semaines, je crois, avant l'élection présidentielle de 2020. Et à l'époque, l'administration Biden a fait directement pression sur Twitter via le FBI notamment, pour que soit censuré tout ce qui mentionne, et en tout cas l'article de Newsweek. Et donc ça, déjà, ça a été révélé qu'il y avait bien eu une pression de l'administration. On peut considérer que c'est un cas enfin, je ne sais pas, avec l'arrivée de Trump, il est possible que des procès arriveront, ce qui explique peut-être quelque part aussi pourquoi Mark Zuckerberg, il a préféré un Oui, petit peu faire une allégeance, c'est-à-dire qu'il est fort probable qu'avec Trump qui arrive au pouvoir, sachant que c'est pas seulement qu'il arrive à la Maison-Blanche, c'est que là, dans ce cas-là, il a eu le Congrès, il a à peu près tous les contre-pouvoirs qui seront avec lui, ce qui n'était pas le cas lors de son premier mandat. Donc là, on peut s'attendre à ce que des procès soient en cours, enfin, en tout cas soient mis en œuvre, parce que clairement, eh bien, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la loi américaine par rapport au respect de la campagne électorale. Maintenant, voilà, ce qui avait été révélé, c'était ça. Et puis, il y a eu d'autres choses qui ont été révélées dont on a moins parlé, mais que moi, j'ai lu dans ces Twitter Files parce que c'est beaucoup de contenu. C'est que, eh bien, il y avait eu aussi une pression pour montrer qu'il y avait des trolls russes, alors que en fait, Twitter avait du mal à en trouver. Sauf qu'en fait, il se trouve qu'ils ont fait une Russia Task Force. Et à l'époque, la Russia Task Force n'avait trouvé qu'un ensemble de 35 comptes, 37 comptes à peu près, qui étaient suspects, ce qui est évidemment très peu. Et dans les 37, il n'y en avait que 3 qui avaient eu des dépenses significatives. Donc, ils n'avaient vraiment rien trouvé. Et en fait, ils ont dû vraiment élargir à chaque fois leurs données pour essayer de rapprocher ce qui pourrait passer pour une ingérence russe via des pressions du FBI. Donc, il y a eu plusieurs pressions, en fait, à chaque fois pour sortir, en fait, un narratif américain dont on est habitué. Mais j'ai envie de dire, c'est pas la première fois. Ça fait longtemps que l'administration, ce qu'on peut appeler l'État profond américain, c'est-à-dire tout ce qui est l'arsenal de défense américain qui ne travaille pas toujours en adéquation avec les élus de la Maison-Blanche. En fait, tout cet arsenal-là, on voit que ça fait très longtemps qu'il a été déployé. À l'époque des révélations d'Edward Snowden, on avait déjà c'était en 2013 et déjà à l'époque, Edward Snowden avait révélé que les réseaux sociaux comme Facebook avaient servi à la NSA pour surveiller des personnes. Bon, on était dans une époque aussi où c'était l'attentat du World Trade Center était encore frais. On a eu des attentats en France à cette époque-là. Il y en a eu d'autres c'était aussi une période où ça a été un peu mieux accepté par la population, le fait que la NSA utilise les réseaux sociaux pour surveiller éventuellement dans les cadres d'enquêtes terroristes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, entre de jouer un petit peu, à force de jouer dans, eh bien, on est OK être avec les autorités dans le cas d'enquêtes graves. Mais en fait, ça a été une fenêtre d'Overton qui s'est de plus en plus élargie
Et puis, de la lutte contre le terrorisme, on est passé à la lutte contre l'extrémisme. Puis, en fait, on se rend compte que vers la censure de contenu politique qui allait à l'encontre de l'administration. Et ça a été très clairement vu par les Twitter Files. Et en fait, ce que dit Mark Zuckerberg, c'est finalement la confirmation que l'administration Biden a vraiment fait non seulement des cas d'ingérence, ça va être de l'ingérence quand on regardera un petit peu les fichiers dans d'autres pays, mais en tout cas qui s'est vraiment ingéré dans les contenus américains au mépris des lois électorales dans ce pays. Euh, donc voilà, c'est une révélation sans lettres, en fait, au fond. Ce que vous dites et ce qu'avoue en fait finalement Monsieur Zuckerberg, c'est que les démocrates, enfin des politiques américains, ont joué, ont influencé sur le résultat, ont poussé sur le résultat des élections américaines, accusations qu'ils font souvent aux républicains et voire même aux Russes Oui, d'ingérence. En fait, ils sont... mais c'est ce que je dis, ils le font en russe. On a vu le cas du Russia Gate, qui a été un hoax total, hein, ça a été un mensonge total, mais ça faisait dès Clinton, hein, dès l'époque de Clinton, dès l'époque où c'était Hillary Clinton qui s'était présentée face à Donald Trump, quand il a vraiment quelques mois avant que ce soit Trump qui soit élu, elle se rendait bien compte qu'elle manquait de popularité. Eh bien, il y avait eu déjà ce discours de oui, Trump est un agent de Poutine, etc. C'était déjà le cas. Et en fait, pendant tout le long de son mandat, on a vu toutes ces tentatives de dire oui, il y a des trolls russes en ligne, etc. Il y a des ingérences russes et tout. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais eu des preuves de ça. Non seulement on n'a jamais eu de preuves qu'il y a eu une implication de l'administration de Trump avec les services russes, mais en plus de ça, en fait, on n'a jamais eu réellement les preuves qu'il y a eu des ingérences russes dans la campagne présidentielle. Alors qu'en fait, les rapports qui ont été donnés par le procureur Mueller notamment, qui a dit que non, il n'y a pas d'implication de Trump par rapport à la Russie, mais par contre, le procureur Mueller dit qu'il semblerait qu'il y ait eu une ingérence russe avec des trolls russes en fait qui se sont investis sur Twitter et sur Facebook en tout cas pour favoriser le candidat Trump. Sauf que ça, pareil, avec les Twitter Files, on a vu que en fait, il y a eu des pressions des pressions différentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des pressions non seulement directement sur les services de Twitter ou les services de Facebook, mais en plus, il y a eu des pressions médiatiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Twitter, par exemple, on l'a vu dans les Twitter Files, euh, a dit, eh bien, nous, on n'a pas vu beaucoup de contenu, on n'a pas vu beaucoup de comptes suspects qui se seraient investis dans la campagne. Et en fait, à chaque fois qu'ils ont dit ça, vous avez eu des articles extrêmement agressifs à l'égard de Twitter qui disaient est-ce que Twitter est une espèce de succursale pilotée par le Kremlin. Donc, ils sont allés jusque-là. Donc, à chaque fois, ce sont des pressions, non seulement de la part de l'administration, mais aussi des médias. Il faut bien le comprendre. Et dans le cas de Zuckerberg, c'est aussi l'effet d'une pression. Parce qu'on se rappelle quand même qu'en 2016, il a été reproché aussi à Facebook d'avoir participé au contenu, en tout cas d'avoir favorisé D'avoir relayé. sur, Mhm. ouais, avoir relayé, en tout cas sur le prétexte que Facebook ne modérait pas assez les fausses informations. Et c'était tout le discours un petit peu des élites bien pensantes des médias américains qui consistait à dire, oui, ben, en fait, si ce fou comme Trump a été élu, ça ne peut être que parce que les gens, le peuple américain se serait fait intoxiquer par de la désinformation. Et ce narratif-là, c'est ce qui va eh bien, pousser le fact-checking, en tout cas qui va favoriser le développement du fact-checking dans le monde entier et surtout dans les bastions occidentaux. Et c'est en fait, on voit qu'à l'époque, quand en fait Facebook, en tout cas Mark Zuckerberg, il avait dit que cette idée, il trouvait que c'était une idée un petit peu dingue. Et puis en fait, après, on a eu le cas du fameux scandale Cambridge Analytica, Oui. qui a coûté quand même 5 milliards de dollars à Facebook. Hein, c'est une amende quand même énormissime. Plus de 130 milliards de dollars de pertes en valorisation boursière.
Donc, ça a été quelque chose de très... puis, bon, il y a eu aussi toutes les scènes qui fait qu'il a été auditionné. Est-ce que vous, Euh, pour nos spectateurs, ce scandale du Cambridge Analytica, euh, Bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai l'impression de partir dans. Excusez-moi si je pars dans tous les sens, mais pour non, moi, non, voilà, il y a aussi, tous ces phénomènes sont liés. Mais parce oui, le scandale Cambridge. Ouais, le scandale Cambridge Analytica, ça a été, en fait, c'était les révélations de deux lanceurs d'alerte, en particulier un qui s'appelle Christopher Willy. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je les invite à aller voir des photos de qui est Monsieur Christopher Willy, parce que c'est un monsieur avec les cheveux roses. Alors, quand on a parlé du wokisme, c'est particulier. Et donc, ce Christopher Willy, il appartenait à une société britannique qui s'appelle Cambridge Analytica. C'est une société qui faisait ce qu'on appelle du conseil politique, enfin, du conseil en relations publiques, politiques et on va dire de l'intelligence économique, du conseil stratégique et notamment qui se servait des réseaux sociaux pour faire ce qu'on appelle du social listening, c'est-à-dire elle se servait des données issues des réseaux sociaux pour constituer des profils psychologiques qui vont aider à aider à des campagnes politiques. Et comme c'est une société qui a été financée, en tout cas, un de ses fondateurs semblerait avoir quelques liens avec des partis plutôt conservateurs. Eh bien, c'est une société qui travaillait plutôt avec des partis conservateurs, notamment un parti qui était un parti pro-Brexit au Royaume-Uni, et elle avait fait des propositions au cabinet de campagne de Donald Trump en 2016, sachant que le cabinet de Trump a travaillé avec d'autres sociétés du même ordre. Et en fait, ce qui a été, entre guillemets, révélé par ces lanceurs d'alerte, c'est que eh bien, Cambridge Analytica a utilisé des données de Facebook en créant un espèce de test quiz voilà, sans demander le consentement des personnes qui utilisaient ce test pour récupérer leurs données. Et en gros, c'est ça le scandale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était à l'époque, avant un petit peu les RGPD, etc., où en fait, énormément de sociétés faisaient ça, finalement. Beaucoup de sociétés faisaient ça, que ce soit pour de la publicité, etc. Mais là, on en a fait un gros scandale. Ça a été excessivement relayé dans les médias, comme le fait que Facebook nous surveille, Facebook vole nos données, et oui, surtout le narratif qui en est sorti. Alors que ça, par contre, il n'y en a aucune preuve, hein, il n'y a absolument aucune preuve dans ce cas-là, c'est que Facebook au Brexit et aurait participé eh bien, à aider Donald Trump à accéder au pouvoir. Ça, par contre, on n'en a aucune preuve et il y a même mieux que ça, c'est qu'en fait, il y a eu un rapport d'une commissaire britannique qui en fait a montré qu'en fait il semblerait que Cambridge Analytica n'a pas violé de loi anglaise, a utilisé des outils marketing qui sont en fait légaux à l'époque, qui étaient légaux à l'époque, et il n'y a pas de preuve, en tout cas, qu'il y ait eu une influence particulière dans les élections, dans le référendum de l'Union européenne. Mais le fait qu'il y ait eu ce scandale sur Mark Zuckerberg, qui a été mise en scène, voilà, qui était devant, en fait. On se rappelle, il y avait tout un cas d'image qui montrait qu'il était là, obligé de s'excuser, obligé de s'expliquer sur pourquoi Facebook utilisait les données. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi le fait qu'à l'époque, on n'avait pas conscience du pouvoir des réseaux sociaux qui pouvaient, et à quel point ils pouvaient utiliser nos données, qui pouvaient aller parfois très loin, il faut le dire. Et donc, ces révélations-là, elles se sont mises sur Mark Zuckerberg, et à partir de là, eh bien, il serait un petit peu forcé, on va dire, bon, je pense que c'est pas que forcé, je pense qu'il était d'accord aussi avec ça. Mais il y a eu le côté, ben voilà, maintenant on va de plus en plus censurer les fausses informations. Et donc, pour déceler les fausses informations, on va travailler avec des partenariats de fact-checking. Et c'est là où il y a eu un partenariat. Alors, ça a été constitué avant ça, mais disons que là, ça l'a renforcé, qui était le partenariat avec l'International Fact-Checking Network. Alors, je précise pour vos auditeurs que l'International Fact-Checking Network, c'est une branche de l'Institut Poynter. Alors, l'Institut Poynter, c'est une fondation, une école de journalisme, mais aussi une association qui regroupe le journalisme dans le monde. Mais l'Institut Poynter, il faut savoir qu'elle est financée
par beaucoup de lobbies particuliers, notamment la National Endowment for Democracy, qui est une couverture de la CIA. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, ça vient pas d'un obscur blog complotiste, hein, ce que je raconte. En fait, c'était le fondateur de la National Endowment for Democracy qui avait dit que ce qu'on fait, il a dit clairement, ce qu'on fait, c'est ce que faisait la CIA. Et en dehors de ça, il y a la NED donc soutient l'Institut Poynter et vous avez aussi la Bill et Melinda Gates Foundation, l'Open Society de George Soros. L'IFCN est une organisation donc, qui est financée par des lobbies qui sont très clairement affiliés à l'État profond américain, qui sont des lobbies qui ont toujours travaillé pour faire des ingérences des États-Unis, notamment dans le cas de George Soros, on sait à quel point il s'est impliqué à financer des médias pour créer la révolution orange. Oui. Voilà, donc c'est pas des lobbies anodins. La Bill and Melinda Gates Foundation, c'est quand même un lobby qui travaille avec des lobbies pharmaceutiques, et qui avait investi dans Moderna quelques mois avant la pandémie de Covid. Donc, c'est pas des lobbies qui sont neutres du tout. Et en fait, ce qu'il faut, et puis il y a un dernier cas donc qu'on connaît pas parce qu'on connaît bien Bill Gates, on connaît bien Soros, mais le cas il y a surtout Craig Newmark, c'est un des fondateurs de l'Institut Point, enfin un en tout cas un des plus gros. Avec Newmark, il faut savoir que c'est vraiment le plus gros financier. Enfin, alors, ce n'est pas le plus gros financier, mais en tout cas, il a toujours participé au financement de la campagne démocrate et il a été un très gros soutien de Joe Biden, avant ça, de l'administration Obama et de Joe Biden. Donc, et on le voit en fait quand on va sur l'Institut Pointer qu'il y a eu énormément de billets qui clairement c'était des attaques systématiques envers Trump. Et par contre, limite des louanges à l'égard de Joe Biden, notamment avec des fact-checking qui consistaient à dire, prétendre que Joe Biden n'est pas du tout sénile. Et on était vraiment des fois sur des sophismes très alambiqués pour essayer de montrer que non, non, il va très bien. Et donc voilà, ce que je voulais dire, c'était que c'est pas du tout un partenariat qui est neutre, qui a été mis avec Facebook. Et il faut savoir que l'IFCN, en fait, en plus de ça, il travaille avec toutes les organismes de fact-checking en Europe, notamment France Info, de Julien Pan, qui a pas mal parlé, mais aussi Check News, les décodeurs. Alors, certains ont fini ce partenariat, mais non seulement Facebook finançait le fact-checking, mais en plus de ça, ils avaient, via ce partenariat, en fait, non seulement ils étaient financés, mais ils avaient aussi des formations de l'IFCN, ils partageaient des contenus en commun, des fact-checking en commun. Donc, on voit en fait, à partir de ce groupe-là, comment en fait, le fact-checking s'est complètement aligné, non seulement avec les intérêts des interventions américaines, mais aussi dans la censure sur les questions qui se sont posées pendant la pandémie de Covid, notamment les censures qui ont été vues sur les critiques qu'il y avait à l'égard du vaccin, du pass vaccinal, etc. Donc, on voit en fait tout ça ressort d'une même logique et on est un petit peu au cœur de la polémique qui est en train de sortir actuellement. Mhm. Oui, en fait, vous décrivez un petit peu comme un axe de la vérité qui s'est construit et qui s'est un petit peu imposé, voire beaucoup imposé dans tous les médias et dans tous les réseaux. Comment ça s'est traduit, et je veux parler en particulier de la pandémie en France, comment ça s'est traduit ce phénomène de fact-checking, de vérité qu'on ne pouvait plus contredire? Alors, je dirais pas que ça s'est imposé totalement. Il faut savoir que le journalisme, c'est toujours à la recherche d'argent, parce que c'est un modèle économique qui s'est effondré. Aujourd'hui, la presse ne trouve plus moyen d'être financée par ses lecteurs. Et donc, comme aussi elle a beaucoup de mal à se remettre en question, si vous voulez, le fact-checking, ça a poussé des gens qui étaient de base des gens qui étaient persuadés que le journalisme, un peu le journaliste, c'est quelqu'un qui détient la vérité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voilà, va toujours poser la vérité par rapport à la masse publique. On a un petit peu galvanisé les égos de gens qu'on va appeler fact-checkers, de vérificateurs de faits, pour leur dire, écoutez, à partir de maintenant, c'est vous allez lutter contre la désinformation. Et pour dire à quel point on a galvanisé en fait vraiment ce sentiment-là chez les fact-checkers,
qui explique beaucoup de choses, hein, ce qui explique un peu aussi le comportement du lien-pain qu'on voit, c'est un bon exemple. C'est qu'il y avait eu, au moment de la pandémie, à l'époque, l'OMS déclare que non seulement on est dans une pandémie, mais aussi dans une pandémie de désinformation. C'est-à-dire qu'on était en train de dire que vous aviez même à l'époque le président de l'OMS qui expliquait que ce qui est menacé plus l'humanité, c'est non pas le Covid, mais c'était la désinformation. Donc on était sur vraiment on a expliqué aux fact-checkers qu'ils allaient être un petit peu les médecins qui allaient sauver l'humanité en faisant, voilà, en faisant ces fact-checking. Sauf que bah, les fact-checkers, ce n'est pas des médecins, ce n'est pas des scientifiques, ce n'est pas des gens en fait qui sont censés tout savoir. À la différence d'un journaliste qui va être spécialisé dans un domaine, un journaliste qui va enquêter longuement dans un sujet, par exemple, qui a le temps un petit peu de vérifier les faits. Là, on n'était pas du tout, on est dans un truc qui est direct, il faut de suite répondre à des questions. Et en fait, ce sont des gens, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et on leur dit, écoutez, vous allez suivre telle source. Et c'est comme ça que ça s'est fait, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a des bonnes sources qu'il faut suivre, donc les sources institutionnelles, dont il faut écouter la parole et dont la parole devient une espèce de vérité. Et puis, tout ce qui est une remise en cause de cette parole institutionnelle, ça devient une fausse information. Et là, on est rentré dans quelque chose d'extrêmement grave en termes d'idéologie. C'est pour ça que vous avez des gens comme Julien Pain, par exemple, qui nous expliquaient que le pass sanitaire, enfin, que la croyance au fait que le pass sanitaire pourrait devenir un pass vaccinal, mais aussi qu'il pourrait être demandé partout, à une époque où le pass sanitaire était encore réservé qu'à des grands rassemblements, eh bien, Julien Pain a dit qu'il y a beaucoup de questions légitimes sur le pass sanitaire, d'autres questions ne sont pas légitimes. Notamment, le pass sanitaire ne sera pas un pass vaccinal et il ne sera pas demandé dans les restaurants. Et donc, quand vous dites ça, en tant que journaliste, même si c'est un journaliste du service public, qui est censé quand même, normalement, il y a une charte qui précise que les journalistes du service public ne sont pas censés travailler pour le gouvernement. Là, on fait passer une parole qui venait, la source, c'était l'Élysée, hein, il n'y a pas eu d'autre source. Le conseil. Là, le fait de faire passer la parole de l'Élysée, alors qu'on sait à quel point ils ont menti hein, pendant cette pandémie, pour une vérité, mais c'est quelque chose de grave. Pourquoi? Parce que l'Élysée, c'est une institution. Donc, une institution, elle dit vrai. En ce qui concerne la seconde partie, il faudra vous rendre sur l'application Omerta et souscrire à un abonnement pour avoir accès aussi à tous nos contenus.